Just in the month of October, they've issued 30 alerts. These alerts are instructive because they go across industries, they go across firm size, they go across consumers. They realized that an unauthorized party had gotten into their reservation system. So I've invited you all here today because you have the power, the capacity, and the responsibility, I believe, to raise the bar on cybersecurity. And the European Commission is launching an updated cybersecurity strategy. La question de la sécurité numérique devient une urgence pour les entreprises, elles l'ont très bien compris d'ailleurs. Après le risque sanitaire, le risque cyber, comprendre les enjeux des risques liés au digital. Présenté par Miguel Fernandez Blanco, expert en cybersécurité. Bonjour, vous m'entendez bien? Parfait, bonjour à tous, je suis ravi d'être là. Je m'appelle Miguel Fernandez et je vais vous parler de digitalisation. Alors je vous rassure tout de suite, on ne va pas rentrer dans les détails techniques, on n'est pas là pour ça. Mon objectif, c'est de vous présenter un petit peu quels sont nos enjeux de la digitalisation, qu'on appelle aussi la transformation numérique. Comme vous vous doutez bien, le Covid vous a marqué. Nous, ça nous a fait exploser. C'est-à-dire qu'on a rencontré des enjeux qu'on n'avait pas identifiés et tout s'est accéléré. On considère que dans la digitalisation, on a gagné 5 à 7 ans par rapport à un scénario où il n'y aurait pas eu de Covid. Donc vous imaginez bien qu'on n'était pas prêt, vous imaginez bien qu'on n'avait pas les gens, et on pourra vous dire ce qu'on veut, ça a été un véritable challenge. Donc l'objectif, ça va être de vous donner un petit peu une vision globale et de faire un petit focus sur la cybersécurité qui est une conséquence de cette transformation digitale. Alors de quoi on parle? Vous avez entendu plein de noms. Machine learning, blockchain, intelligence artificielle, big data, identité numérique, IoT, cloud, HPC et j'en passe. Il faut imaginer que 10 ans en arrière, tout ça, c'était dans les cerveaux des chercheurs. Tout ça, ça n'existait pas vraiment. C'était les balbutiements. On imaginait des scénarios dans lesquels on allait pouvoir développer ces technologies sans vraiment savoir ce qu'on allait en faire. Aujourd'hui, c'est une réalité qui nous touche tous les jours, qui vous touche tous les jours sans même que vous le sachiez. Et tout ça a donné lieu à la cybersécurité, c'est-à-dire tout ce qui va vous permettre de protéger l'informatique au sens large, on reviendra tout à l'heure. Il faut imaginer qu'il y a 10 ans, la cybersécurité, c'était quelque chose qui ne touchait que quelques personnes, quelques geeks, comme on dit dans notre jargon, des passionnés. Des gens qui étaient capables de jouer avec un ordinateur et de faire des choses. Aujourd'hui, ça nous touche tous, comme on va le voir tout à l'heure. Alors, quelques chiffres. D'abord, l'explosion des datas. Vous voyez, en 2010, donc on part en zeta-octets. J'ai arrêté de compter pour faire le ratio par rapport à des DVD. Non, j'ai arrêté de compter, c'est beaucoup. On était à 2 zeta-octets produits sur la planète. En 2025, on sera à 175. En 2035, à 2142. Donc ça ne vous parle peut-être pas, mais ce qu'il faut dire derrière, c'est qu'il y a des serveurs, il y a du stockage, il y a énormément d'industries qui doivent gérer ces données. Premier chiffre, je vais essayer de ne pas trop vous en donner. Deuxième, on a tous un téléphone portable, voire 2, voire 3, 4, j'ai même vu dans cette salle. C'est beaucoup quand même. Il faut imaginer qu'aujourd'hui, il y a 3 milliards de personnes sur la planète qui n'ont pas accès à l'Internet. 3 milliards, on est à peu près 7 milliards. Donc vous voyez le champ des possibles. La croissance estimée des données mobiles, je prends l'Amérique du Nord, je vous laisse les lire, 27% entre 2020 et 2026. Ce ne sont que des estimations vraisemblablement inférieures à la réalité. Elon Musk, par exemple, a décidé de donner l'Internet à tous ceux qui ne l'ont pas avec sa constellation de satellites. C'est énorme. Autre chiffre que vous devez garder en tête, en 2025, on estime qu'il y aura 40 milliards d'objets connectés sur la planète. 40 milliards. On sera vraisemblablement 7 milliards et demi, quelque chose comme ça. Toujours avec l'hypothèse que près de 3 milliards de gens n'auront pas encore accès à l'Internet. Donc le potentiel de croissance, le potentiel de ces transformations digitales, il est aujourd'hui
quasi infinie. On est à l'aube, malgré tout ce qu'on a vécu, on est à l'aube de cette transformation digitale. Je ne vais pas vous donner plus de chiffres parce que ça serait un petit peu barbant, mais gardez ce concept qu'on n'en est qu'au début en ce qui nous concerne. Autre importance, quels sont les acteurs majeurs? Et ça vous concerne également, et on verra pourquoi tout à l'heure. Le cloud, tout le monde sait, hein, les données qui partent dans un nuage stocké. Évidemment, ce sont les Américains qui sont devant. Amazon, premier, Amazon Web, hein, qui est le premier fournisseur. Il faut savoir qu'Amazon gagne plus d'argent avec sa gestion des clouds qu'avec son activité de colis et de revente. Deuxième, c'est Azure, Microsoft. Troisième, Google, etc., etc. Vous voyez qu'à E3, ils se partagent une bonne part du marché. Deuxième information importante, les data centers, vous savez, ces énormes fermes de serveurs où on met les données, on les stocke, qu'il faut refroidir, on abordera le sujet tout à l'heure. Les États-Unis arrivent bien en tête en termes de quantité de serveurs. Donc ça veut dire que la probabilité qu'une donnée que vous traitez, que vous utilisez, que vous générez, qu'elle passe aux États-Unis est quasiment égale à 1, d'une façon ou d'une autre. J'exclus les micro-serveurs, j'exclus les micro PC. Donc vos données passent vraisemblablement par les États-Unis. Quelle est la conséquence directe de ça? On va le voir. C'est qu'il y a des législations qui sont tombées. Avec deux principales. J'exclus ce qui se passe en Asie et notamment en Chine. La première, c'est le Cloud Act américain. Sans rentrer dans les détails, le Cloud Act, c'est l'extraterritorialité, j'ai toujours du mal avec ce mot, des données. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une entreprise américaine qui possède une donnée, qui la stocke ou qui la voit passer sur ses réseaux, a l'obligation de la fournir à l'administration américaine sur demande, sans se soucier de qui a produit la donnée, d'où elle a été produite et ce qu'il en a été fait. Par exemple, si demain, j'espère pas, la NSA décide d'avoir accès à mes données, elle n'a besoin de demander la permission à personne. À partir du moment où mes données ont été utilisées par une entreprise américaine ou stockées par une entreprise américaine. Ça va en opposition complète avec la RGPD française, qui, elle, à l'inverse, oblige les entreprises, dont vous, à protéger les données et à les rendre inaccessibles, sauf sur requête judiciaire. Un juge qui, à un moment donné, demande à une entreprise qu'on lui fournisse des informations sur telle ou telle personne, mais validées par un juge. Donc avec un certain contrôle. Donc on a une opposition complète des législations. Mais si on revient sur le slide précédent, et on voit qui possède les informations, où passent les informations, ben on voit qu'on va avoir du mal, en tant que Français et Européens, à respecter la RGPD. Alors derrière, il y a des techniques de chiffrement, etc., etc. Mais bon, on rentre dans d'autres problématiques. Pourquoi je fais un point assez fort sur cet élément? C'est que ça vous concerne directement, dans la mesure où vous, en tant que professionnel du tourisme, au sens large, vous traitez énormément de données. Billets d'avion, passeport, carte de crédit. Vous voyez beaucoup de choses dans vos hôtels. Vous enregistrez beaucoup de choses dans vos hôtels, puisque vos hôtels sont sécurisés. Donc, à un moment donné, vous allez être responsable, vous êtes responsable de ce que vous faites de ces données. Donc, si demain, quelqu'un vous pirate, si demain, quelqu'un a accès à vos données de manière incontrôlée, quelles peuvent être les conséquences pour vous? Elles peuvent être dramatiques. D'un point de vue législatif, évidemment, mais également d'un point de vue contenu. Donc, je ne vais pas rentrer dans plus de détails sur ces législations, mais en tout cas, sachez qu'aujourd'hui, dans notre métier, on fait face à énormément de sociétés qui sont perdues face à ces problématiques et qui se retrouvent dans des situations particulièrement délicates vis-à-vis de la loi. Donc, c'est vraiment un élément qu'il faut prendre en compte. Donc, tout ça, c'était pour vous donner un petit peu les enjeux de ce que c'est que la transformation digitale. Donc, en résumé, beaucoup de données, de plus en plus de données demain, une prédominance très forte des États-Unis, avec des législations
qui s'opposent, et évidemment une dépendance à la donnée qui doit à tout moment pouvoir être protégée. Et la cybersécurité, qu'est-ce que c'est? Ça englobe tous les moyens qui permettent de protéger les systèmes d'information et les données. Alors, c'est quoi la différence entre un système d'information et les données? Les données, c'est ce qu'on produit. Vous consultez une page Internet, vous générez de la donnée. Vous avez consulté la page Internet booking.com, par exemple. J'espère que je ne crée pas de buzz sur la concurrence. L'information, les systèmes d'information, c'est tout ce qu'on va mettre en place qui va permettre de gérer cette donnée. D'abord la stocker. Ensuite la transporter. Ensuite la protéger. Et la diffuser aux personnes qui ont le droit d'en connaître, qui ont le droit d'y accéder. Donc, qu'est-ce qu'on a derrière? On a dans un premier temps la sécurité des réseaux. Il faut pouvoir transporter l'information de manière sécurisée et être sûr que les personnes qui ont accès à cette information peuvent utiliser des tuyaux, que ce soit de la fibre, du satellite, du téléphone portable, sans souci sur la sécurité de ces données. Ensuite, il faut la sécurité des informations. Est-ce que l'information qu'on transporte est bien celle qu'on a émise? Est-ce qu'elle n'a pas été détériorée? Est-ce qu'elle n'a pas été modifiée? Est-ce qu'elle n'a pas été effacée? Ensuite, il faut pouvoir les stocker de manière sécurisée. C'est bien de la transporter, mais à un moment donné, il faut la stocker. On la stocke sur des serveurs. Donc on protège ces serveurs physiquement, mais un serveur, par définition, il est attaché au reste du monde via Internet. Comment on fait pour s'assurer que personne ne vient accéder à cette donnée? Et un élément fondamental, la cybersécurité, c'est aussi la formation de tous. Parce que la cybersécurité, ce n'est pas juste le rôle des DSI, donc directeurs de systèmes d'information ou des responsables de systèmes d'information, c'est de la responsabilité de tous. Pourquoi? Parce qu'on voyage tous, on a tous un iPad, un iPhone, un Samsung, on se connecte tous à des Wi-Fi qu'on ne connaît pas trop, on se connecte tous à des sites qu'on ne connaît pas trop quand on va faire des achats, et à partir de ce moment-là, surtout quand on utilise du matériel professionnel à des fins personnelles, on met à risque les données de l'entreprise, sans parler de ses propres données personnelles, mais ça on assume. D'accord? Donc former les gens, leur faire comprendre qu'ils sont tous acteurs de la cybersécurité, c'est un élément fondamental qu'on ne cesse d'expliquer aux entreprises, parce que sans ça, on n'y arrivera jamais. La sécurité, la cybersécurité, c'est le rôle de tout le monde, de chacun. Il y a une blague, vous savez, l'informatique, c'est plein de geeks, c'est plein de passionnés. Le vrai problème en informatique, il est entre la chaise et le clavier, c'est-à-dire c'est l'être humain. On pourra mettre toutes les procédures en place, on pourra rajouter tous les pare-feux, tous les systèmes de protection. La vraie problématique, c'est ce que l'être humain fait devant son clavier, devant son iPad, devant son téléphone. Et ça, c'est fondamental. Il y a beaucoup d'entreprises qui négligent cet aspect formation et qui le payent très cher. On va voir pourquoi tout à l'heure. Et donc l'objectif de la cybersécurité, c'est de lutter contre 4 types de menaces. Le premier, c'est la cybercriminalité. On a tous entendu les hacks à la télé, les ransomware. Bon, ça c'est la partie la plus visible. La deuxième, c'est la déstabilisation. Vous vous souvenez des affaires aux États-Unis pendant les élections américaines, des informations qui auraient été plus ou moins erronées, plus ou moins falsifiées pour orienter le choix des électeurs. C'est le sabotage. Récemment, aux États-Unis, le Colonial Pipeline, 45% de la production américaine, de la livraison américaine de carburant qui a été stoppée pendant plusieurs jours contre un ransomware. Et c'est l'espionnage. Il ne faut pas négliger qu'aujourd'hui, quasiment toutes les données de votre entreprise passent de près ou de loin sur Internet, ou sur des serveurs, ou sur un système informatique. Donc si votre concurrence veut obtenir des informations, si elle veut pouvoir exploiter vos données, soit pour vous nuire, soit tout simplement pour vous devancer, elle en a les moyens. Et donc la cybersécurité, c'est cet ensemble de technologies, c'est cet ensemble d'actions qu'on va mettre en place pour protéger au maximum. Alors quelles sont les menaces? Je l'ai mis en anglais, c'est volontaire. Pourquoi? C'est pour vous montrer qu'aujourd'hui, la menace, elle est internationale. Ce n'est pas votre voisin, ce n'est pas le concurrent dans la ville d'à côté. La menace, elle est internationale.
Pour être un cyberhacker aujourd'hui, il suffit d'un PC, d'une connexion. Et il y a des gens très doués sur la planète, vraiment très doués, au fin fond de nulle part, qui sont capables de faire beaucoup de dommages si on les paye pour ça. L'autre information, c'est que le type de menace a évolué. Dans les années 2000, alors ne lisez pas, hein, c'est juste pour vous montrer le concept. Dans les années 2000, la menace, elle était locale, elle était manuelle. Il y avait quelques experts qui étaient capables d'attaquer quelques systèmes, qui le faisaient bien souvent plus pour jouer, par défi personnel, que pour réellement en sortir une quelconque rémunération. Et puis évidemment, au fur et à mesure du développement de ces activités, les menaces se sont complexifiées. Les attaquants sont devenus de plus en plus professionnels, se sont regroupés. Vous entendez parler des groupes chinois, coréens, israéliens, etc. Pourquoi? Parce que c'est devenu une industrie. Tout simplement, c'est devenu une industrie. C'est une industrie qui rapporte beaucoup d'argent. Et j'ai envie de dire, malheureusement, la défense est bien souvent légèrement en retard par rapport à l'attaque. Pourquoi? Parce qu'on manque de bras. Soyons clairs, on manque de bras. On manque de bras, on manque de gens formés, compétents à ces activités, qui soient capables de gérer la rapidité avec laquelle les menaces évoluent. Vous vous rappelez, 40 milliards d'objets connectés, chaque objet est une menace potentielle. Donc l'évolution des menaces, elle est à vitesse grand V. Quel est l'avenir pour nous en tant que cyberdéfendants? C'est tout simplement la partie automatisation, grâce notamment à l'intelligence artificielle. Donc si on veut pouvoir suivre la rapidité des menaces et l'évolution des menaces, on doit absolument, c'est une nécessité, on n'a pas le choix, être capable d'y injecter un maximum d'intelligence artificielle. Donc voilà les grandes tendances pour nous. Alors quelles sont les menaces? Attaques conventionnelles, les plus simples. Je pense qu'ici on a tous dû recevoir au moins une fois un email de phishing. Phishing, c'est quoi? C'est un email qui se fait passer pour votre banque, pour un concurrent, pour obtenir des informations qui vont être un point d'entrée pour pouvoir vous attaquer. Les malwares, on a tous cliqué malencontreusement sur une pièce jointe qu'il ne fallait pas, et puis là, il y a le PC qui se met à faire bip bip. Il faut appeler le DSI, on est paniqué, on transpire, on a fait une bêtise. D'accord? Ça, c'était il y a quelques années, l'attaque glorieuse. C'est aujourd'hui devenu une commodité. Vous trouvez tout ce qu'il faut sur le net ou sur le dark web à 1 000 $. Si vous voulez infecter un PC. 1 000 $, c'est rien. Donc ça veut dire que n'importe qui, du gamin de 10 ans au grand-père de 80, peut vous attaquer avec ce genre d'attaque. Pourquoi on en parle? Tout simplement parce qu'elle a beau être simple, elle a beau être connue, elle est encore très efficace. Encore une fois, pourquoi? Parce que beaucoup de gens cliquent à peu près sur tout et n'importe quoi. D'où on revient à la formation des gens. Évidemment, avec le télétravail, ça s'est démultiplié, puisque le télétravail s'est fait en urgence. Beaucoup de sociétés n'étaient pas prêtes, n'avaient pas équipé leurs salariés des systèmes d'information qui allaient bien. Donc forcément, l'année dernière, ça a plus que doublé en termes de montant. Et le FBI, qui suit évidemment ça de très près, a recensé une augmentation de 300% des cybercrimes depuis le début de la pandémie. Alors c'est bien pour nous, mais c'est très mauvais pour l'industrie, parce que derrière, ce sont des industries qui arrêtent de travailler. Ce sont des compagnies, notamment les petites sociétés, qui peuvent être à risque, qui peuvent rapidement et qui bien souvent n'ont pas le choix que de payer. Ensuite, quelque chose qu'il ne faut pas négliger, et qu'on voit apparaître de plus en plus, c'est l'attaque des supply chains. C'est-à-dire que les grands groupes, les grands donneurs d'ordre, qu'ils soient étatiques ou industriels, ont eu les moyens assez rapidement de se protéger. Ce n'est pas parfait, mais ils ont fait énormément d'efforts. Sauf qu'aujourd'hui, quand on est un grand groupe, on achète beaucoup, on sous-traite beaucoup. Quelle est la qualité, quel est le niveau de protection de nos sous-traitants? Quand on est un grand groupe de plusieurs milliards, on peut faire. Quand on est une société qui a quelques centaines de kilos, allez, millions d'euros de chiffre d'affaires, le monde cyber, c'est un surcoût. Donc elle ne le fait pas forcément en priorité. Et donc ces risques sur la supply chain sont devenus, en l'espace d'1 an, les risques majeurs des grands donneurs d'ordre qui n'arrivent pas à maîtriser l'ensemble de leur chaîne. Je donne un exemple très simple. Aujourd'hui, il y a une pénurie de composants sur la planète. Donc les composants, on les fabrique très vite. De nouveaux composants. Vous imaginez bien que le fabricant, la notion de cyber, ce qu'il met dans son composant, bon, il n'a pas forcément le temps d'y réfléchir.
Ce n'est pas sa priorité du moment. Donc ça peut être très simple, au niveau même de la sortie d'usine, d'aller injecter des choses dans ce composant qui, à un moment donné, vont permettre de cibler les utilisateurs de ces composants. Ce n'est pas un film, hein, ce sont des réalités. Il y a également très peu de contrôle sur les processus de fabrication. C'est-à-dire qu'à tout moment, si des hackers décident, pour une raison X ou Y, d'attaquer telle ou telle compagnie, ils vont se renseigner sur les produits que vous utilisez et vont pouvoir revenir très bas dans la chaîne de production pour pouvoir y injecter un certain nombre de malwares et donc faciliter leurs attaques. Et en plus, la législation aujourd'hui est très floue, n'est absolument pas contraignante, donc forcément, quand il n'y a pas de contrainte, il y a très peu d'actions. L'année dernière, enfin depuis le Covid, il y a 80% des organisations qui ont été consultées qui ont recensé une faille chez leurs sous-traitants. C'est énorme. Et donc protéger l'ensemble de la chaîne, ça devient aujourd'hui une nécessité, avec encore une fois la problématique que ça coûte de l'argent, qu'il n'y a pas forcément les bras, il n'y a pas forcément les femmes et les hommes qui sont capables aujourd'hui d'accompagner une telle explosion de la demande. Voilà. Traditionnellement, il y avait quelques secteurs qui étaient attaqués. Le premier d'entre eux, la banque. La banque a toujours été, le système bancaire a toujours été le premier système, le premier client des industries de cyber. Ça reste toujours les premiers. Mais maintenant, depuis 2-3 ans, et encore plus avec le Covid, on voit apparaître de nouvelles menaces. La santé, on a tous entendu à la télé, malheureusement, les hôpitaux qui ont été ransomware alors qu'ils étaient en pleine gestion du Covid. La distribution. Pourquoi? Parce qu'en l'espace d'un an, des sociétés qui étaient encore très manuelles se sont digitalisées à vitesse grand V. Et quand on fait les choses très vite, bien souvent, on part au plus pressé. Donc elles ont déployé des systèmes pas forcément sécurisés qui, à un moment donné, présentaient des failles et donc facilement exploitables. Et le troisième domaine qui subit une explosion de ces attaques, c'est la production. Pourquoi? Parce qu'on introduit de plus en plus d'OT. Donc c'est des systèmes connectés qui permettent d'automatiser la production, qui ne coûtent pas cher, qui mesurent la température, enfin qui font plein de choses, mais qui ne sont absolument pas sécurisés. Donc plus on en met, et je vous renvoie aux 40 milliards d'objets connectés, plus on met de portes d'entrée sur ces systèmes. Pour la première fois, alors ce sera vraisemblablement plutôt 2022, parce que quand Forrester a fait son analyse, c'était il y a un an, le secteur de la distribution, au sens large, l'achat sur Internet et Drive et autres, va devenir le premier secteur à subir des attaques cyber en 2022. On pensait en 2021, ça va seulement shifter sur 2022. Donc la banque va perdre sa place de numéro 1, tant mieux pour elle, au profit de la distribution. Et la distribution, c'est qui? C'est vous, c'est nous, tous les jours. Quand on passe une commande sur Internet. Donc non seulement les cibles, ce sont les fournisseurs, mais évidemment, il faut s'attendre à ce que nous aussi, on devienne de plus en plus de cibles comme cause indirecte. Autre menace permanente, le cloud. Vous savez, aujourd'hui, tout est parti dans le cloud. Je ne sais pas si vous l'avez fait, cette migration dans le secteur du tourisme au sens large, mais dans beaucoup d'industries, on a migré au cloud. Ça coûte moins cher, on n'a pas à gérer son IT, et on a le sentiment que c'est sécurisé. Voilà. Oui, sur le papier, c'est sécurisé. Sauf que, récemment, Microsoft a annoncé avec Azure une énorme faille dans son système cloud. Il y a des problèmes de gens qui exploitent le cloud au sein local de l'entreprise, qui n'ont pas forcément les compétences et qui ne configurent pas forcément les systèmes comme il se doit, et qui laissent autant de failles, autant d'accès et de portes ouvertes aux données des différentes entreprises. En 2020, 70% des organisations qui utilisaient un cloud ont eu au moins un incident. 70%. C'est énorme. Et bien souvent, c'est mauvaise configuration, ça reste bien souvent une erreur humaine. 60% des entreprises s'inquiètent de la confidentialité de leurs données, parce qu'à partir du moment où vous les transférez dans le cloud, bon, sur le papier, vous appartiennent. Mais ce qui se passe entre chez vous et le cloud, c'est déjà plus compliqué. Ce qui se passe dans le cloud, il faut faire confiance à son fournisseur. Je renvoie à Amazon, Microsoft, qui sont soumis au Cloud Act.
Autre phénomène dimensionnant, c'est la 5G. La 5G, même s'il y a eu quelques débats avec Trump qui interdit Huawei aux États-Unis, l'Europe a suivi, la 5G arrive 4 fois plus vite que n'est arrivée la 4G. La 5G, allez, pour faire simple, c'est entre 10 et 15 fois plus de débit que la 4G. Donc, ça va révolutionner l'ensemble des secteurs. C'est-à-dire que demain, tout, absolument tout, pourra et sera connecté. De votre frigo à la pression de vos pneus, tout sera connecté. Parce que le 5G va le permettre. Et donc, encore une fois, plus il y a de portes, plus il y a de sources d'attaque et de vecteurs d'attaque. Et on reviendra sur les mêmes éléments perturbants que sur le cloud, à savoir des équipements mal configurés. La vulnérabilité des protocoles, encore une fois, tout ça va très vite, va très très vite. Sur une industrie qui veut aller très vite, en prenant vraisemblablement et souvent des raccourcis. Même si la 5G sur le papier est extrêmement sécurisée, d'accord, en tout cas, l'implémentation qui va en être faite dépend des opérateurs, dépend des constructeurs, et donc on revient à la supply chain et on revient à tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Pour vous donner un ordre d'idée, la 5G, c'est une croissance de 44,3% par an. Il n'y a pas beaucoup de secteurs qui ont ce genre de croissance à court terme. Alors évidemment, il y a des solutions pour ça, et je vois que je suis trop long, donc je vais accélérer. Il y a des solutions qui passent d'abord par une organisation au niveau de l'entreprise, et c'est le rôle du DSI et du RSSI, pour gérer la première chose, la gestion de l'identité, qui a le droit de se connecter, sécuriser les espaces de travail qui sont mobiles. Aujourd'hui, plus personne n'a un PC fixe, ça n'existe plus, on est tous mobiles. Gérer la sécurité du cloud, gérer l'IoT, et au sein de tout ça, avoir des systèmes de gestion automatique de la sécurité qui vont être capables non seulement de gérer les menaces, et également, c'est la partie de gauche, la gouvernance et la protection des données. Je vous rappelle, la législation est extrêmement contraignante. Et on a des cas où ça se passe très mal. Les différents gouvernements ont été souples pendant 2-3 ans. Depuis le post-Covid, ils ne sont pas souples du tout. Et je finirai là-dessus. Les prévisions de marché, je vous les laisse lire. Autant dire qu'on a de bons jours devant nous. Mais comme vous avez parfois des problèmes de main-d'œuvre post-Covid, en ce qui concerne la cyber, aujourd'hui, il y a une guerre des talents qui se joue au niveau international. Pourquoi? Parce que le monde de la cyber, c'est un monde 100% délocalisable. Et quand vous travaillez en France et que Apple ou Google vous chassent, ils vous chassent à coût de demi-million. Il y a peu d'entreprises en France qui sont capables de payer ces salaires-là. Or, un informaticien, il peut très bien travailler pour Apple tout en étant basé à Paris. Mais c'est vrai dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait travailler avec des Indiens basés en Inde qui travaillent à Paris ou pour les Américains. Donc la concurrence devient mondiale. Aujourd'hui, on joue sur le fait qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, mais on rentre dans un système extrêmement compétitif, où les jeunes qui vont sortir sur ces métiers vont devoir gérer une compétition internationale. Donc voilà, j'en ai fini. Je vais juste aborder un dernier point, sinon je m'en voudrais, c'est l'aspect green. Tout ça, ça consomme. Pour vous donner quelques ordres de grandeur, le monde numérique aujourd'hui, c'est 10% de l'électricité mondiale. 10%. Ça représente 4% des émissions à effet de serre, de CO2. Et à titre d'information, le transport aérien, qui était bien décrié pendant la crise, c'est 2% des émissions. Et là, je vous parle d'aujourd'hui, je ne vous parle pas de 2025, ni de 2040. Il y a un livre très intéressant sur le sujet qui s'appelle « L'enfer numérique » de Guillaume Pitron, je vous le conseille, parce qu'il fait un état des lieux assez exhaustif sur cette notion d'empreinte carbone du numérique. Un autre exemple, quand on fait un like ou qu'on envoie un mail, c'est l'équivalent d'une lampe pendant 1 minute. Une lampe allumée pendant 1 minute quand on envoie un mail. Ou quand on fait un like pour dire qu'on a aimé la photo de son voisin, qui est juste à côté dans le bureau. Je ne devrais pas dire ça en tant qu'informaticien, mais je me permets de le dire quand même. Voilà, je vous remercie.